9h-11h, on fait le tour de la question. François Claus. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 11h avec une pensée pour notre amie Wendy qui prend une semaine de repos bien méritée. On va essayer malgré tout de faire sans elle le tour de la question. Le tour de la question, et nous en parlions il y a un instant avec Pierre, alors que la France se prépare à célébrer en famille ce réveillon du 31. J'ai traversé Paris au petit jour tout à l'heure et j'ai vu ces marchés qui s'installaient où l'on installe des coquilles Saint-Jacques fraîches, de bonnes huîtres, des petits marrons, des beaux légumes tout frais. C'est la France, pays des aliments, pays de la nourriture. Et pendant ce temps-là, on apprend que dans les supermarchés qu'on croise, eh bien, ces supermarchés sont colonisés par des produits qui n'ont plus rien à voir avec des aliments naturels, comme si l'on était passé en une décennie des aliments transformés aux aliments ultra transformés. C'est ce qu'on appelle la fake food. Et on va faire le tour de la question, non pas pour vous démolir le moral à quelques heures du réveillon, mais plutôt pour vous donner de bons conseils et pour essayer de comprendre ce phénomène qui est un phénomène aux conséquences lourdes en termes de santé publique, en termes de mode de vie également. Et c'était le moment ou jamais d'ouvrir ce débat. Et je suis heureux d'accueillir dans ce studio les grands spécialistes de ce qu'on appelle la fake food. Alors on va essayer de donner une définition peut-être un petit peu plus Frenchy à ce terme. Heureux d'accueillir Arnaud Gonzague, qui est le chef du service société à l'Obs et qui a été l'auteur d'une formidable enquête vers laquelle je vous renvoie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Enquête qu'on peut trouver encore sur le site de l'Obs, bien sûr, et qui détaille ce combat. Ce combat, il a atteint la classe politique puisque des députés se sont saisis de la question pour une commission d'enquête parlementaire, qui est dirigée, menée et en tout cas incarnée par Loïc Prudhomme. Bonjour Monsieur Prudhomme. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise. C'est exact. Et vous parlez de malbouffe, vous dites. Oui, c'est comme ça que j'ai appelé d'une manière plus générique toute cette industrie agroalimentaire, et notamment la partie la plus délétère, et on va en parler avec les aliments ultra transformés qui est emblématique. Oui, parce que c'est ça l'appellation aujourd'hui, AUT, aliments ultra transformés. Il sera tout à l'heure au téléphone avec nous, Anthony Fardet, ingénieur agronome. Il a été l'un des premiers à nous alerter avec un très beau livre vers lequel je vous renvoie. Il s'appelle Halte aux aliments ultra transformés avec un point d'exclamation comme une injonction. C'est aux éditions Thierry Soucard et Anthony Fardet sera avec nous tout à l'heure. Arnaud Gonzague, fake food, évidemment c'est un mot qui renvoie aux fake news, à ce qui sera un des mots numériques de l'année vraisemblablement qu'on a pu le mesurer. On parle là, on est passé du stade des colorants supplémentaires, de la modification de la nourriture à un vrai process industriel qui détruit nos aliments. C'est ce que vous décrivez dans l'Obs. C'est ça, c'est ce que vous disiez, c'est qu'à la fois le mot malbouffe, il est intéressant parce que les gens le connaissent et il est évocateur. On voit que c'est des aliments qui sont pas bons pour notre santé, et en même temps il est pas tout à fait conforme à la réalité. C'est-à-dire que la malbouffe, on voit ce que c'est les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, trop caloriques, etc. Là on parle d'aliments, il y a une nouvelle notion, là on parle d'aliments qui sont dénaturés. C'est-à-dire il y a cette idée que un aliment il a une certaine composition et que en le bricolant en quelque sorte dans les chaudrons de l'industrie agroalimentaire, on le dénature. C'est pour ça qu'on l'a appelé la fake food. Il y a cette idée que c'est un aliment qui ne nourrit pas. Cet aliment, il vous remplit en quelque sorte, mais il ne vous nourrit pas. Alors que la malbouffe, elle vous nourrit mal, on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donnez quelques exemples concrets, parce qu'il y a des exemples dans l'Obs oui. qui sont terribles quand on les lit. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, la cuisine, c'est transformer les aliments. Donc, si vous prenez une sardine et que vous la couvrez d'huile de tournesol, vous avez un aliment transformé. La différence, c'est que là, on va parler par exemple du surimi. Là, le surimi, c'est pas simplement une sardine qui a été mise dans l'huile. C'est un aliment à base de chair de poisson dans lequel on va mettre tout un tas d'arômes chimiques, tout un tas de texturants chimiques. On va mettre tout un tas de choses. C'est aussi l'exemple
entre un poulet que vous allez faire cuire et sur lequel vous allez mettre une sauce, aliment transformé, et un nuggets de poulet, aliment ultra transformé. Un nuggets de poulet, c'est quoi? Concrètement, le processus chimique et industriel est le suivant. Vous avez d'un côté des aliments bruts, des fibres de poulet, de l'autre côté de la farine de blé, de seigle, de riz, et là-dessus, vous allez mettre des protéines de blé pour faire gonfler la texture, des arômes pour donner du goût à ce qui n'en a pas, des additifs chimiques pour empêcher que ça agglomère, pour empêcher que ça suinte, pour donner une belle texture, une belle couleur, une belle forme. Et à la fin, vous avez un processus, vous savez ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation. Vous avez jusqu'à une dizaine de marqueurs d'ultra-transformation qui vont faire qu'au départ, vous avez des morceaux de poulet et de la farine, et à la fin, vous avez un bricolage chimique en quelque sorte. Alors on verra quelles conséquences ça peut avoir, notamment sur la santé publique. On essaiera de comprendre comment ce processus s'est progressivement installé au cours de ces dernières années. Mais le sujet, Loïc Prudhomme, est suffisamment grave pour que vous ayez mobilisé d'acteurs tout à fait variés, de l'industrie agroalimentaire jusqu'aux scientifiques. Et le constat, vous l'avez déjà un petit peu dressé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une relation qui est avérée entre la consommation d'aliments ultra transformés et puis l'émergence de maladies chroniques qui concernent aujourd'hui 15 à 20 millions de nos concitoyens, ce qui n'est pas rien, c'est un tiers de la population. Alors maladies chroniques, vous parlez essentiellement de l'obésité. Obésité, au Royaume-Uni, un enfant sur 5 aujourd'hui est confronté à un risque d'obésité. Oui, aujourd'hui 17% de notre population adulte est obèse ici en France. Le diabète qui touche 4 millions de personnes et qui augmente de presque 3% par an, donc c'est quand même une épidémie importante. Et puis les maladies cardiovasculaires que l'on connaît, les cancers, etc. Tout ça Tout ça est documenté scientifiquement. Tout ça est documenté scientifiquement et chiffré chiffré par les services, la direction du Trésor, qui, comme son nom l'indique, c'est bien compté. Et on arrive à un coût pour notre système de protection sociale qui est au-delà des 50 milliards d'euros par an. Donc on voit qu'il y a urgence, parce que ça nous coûte très cher, je veux dire, en monnaie sonnante et trébuchante, mais ça nous coûte très cher au niveau de la santé publique de nos concitoyens. Et il faut juste revenir sur, je voudrais juste, pour vraiment que l'on ait une image sur les aliments ultra transformés, en fait c'est issu d'une technologie qui est au service d'une logique commerciale et pas du bien-être de la population. Et cette technologie qui s'appelle cracking, avec cet anglicisme, en fait qui veut dire quand l'on défragmente des produits bruts, on peut sortir les protéines, les glucides, et tout ce qui fait l'essence même de l'aliment. Voilà, tout ça. Et on fait des briques élémentaires que l'on arrive à recombiner, comme disait M. Gonzague tout à l'heure, qu'on arrive à recombiner pour faire des aliments. À partir de ces 1000 briques élémentaires, on arrive à composer 500 000 produits différents. Donc ça veut dire que comment on arrive à différencier, ce que vous disiez, le surimi d'une mousse au chocolat ou d'un nuggets de poulet, alors que les éléments constitutifs sont les mêmes, mais c'est en ajoutant massivement des additifs qui donnent une couleur, une odeur, une texture, un goût parfois même différent. Qui flatte un peu les papilles à court Bien terme. Bien sûr, c'est le but du jeu, c'est qu'on en consomme tant et plus qu'on a envie d'y revenir. Donc voilà tout ça, et moi ce que j'ai qualifié les marqueurs d'une chimie comestible, et c'est tout à fait effrayant parce que ça a des conséquences graves pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est ce qu'on voyait dans un certain nombre de films de science-fiction des années 70 qui paraissaient totalement improbable et que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Alors on n'est pas là pour vous casser le moral à quelques heures du réveillon, là où vous allez faire votre marché, parce que précisément c'est pour vous pousser à aller faire votre marché, acheter des légumes sains, de saison, des produits de la mer, et d'essayer de décrypter ce phénomène qui recoupe les grandes difficultés du monde d'aujourd'hui, parce que derrière on a les lobbies industriels, on a la logique du profit. C'est toutes ces questions que nous allons continuer à dérouler avec vous jusqu'à 10h. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste. La pub est finie, on reprend. Formé ce matin sur Europe 1, on fait le tour de la question avec vous, François Claus, et on invite bien sûr nos auditeurs à réagir. Selon vous, est-on assez informé de la qualité des aliments que l'on achète? Dites-nous et réagissez au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, et sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous avez raison Marlène, ce sera l'une des questions clés, on le verra tout à l'heure. Comment informer, faire prendre conscience au consommateur qui est souvent pris dans un piège qu'il ne maîtrise pas lorsqu'il arpente les allées d'un supermarché avec son caddie. On a fait le constat, Arnaud Gonzague, je rappelle que vous êtes chef du service société de l'Obs, lequel Obs sort un dossier très complet sur cette question. C'est ce dossier qui nous a inspiré pour monter l'émission d'aujourd'hui. On a fait le constat, en termes de chiffres, j'ai été quand même effaré. On va sur des estimations de 1 tiers à 50% des produits vendus dans un supermarché
qui sont aujourd'hui des aliments ultra transformés. Voilà, en France aujourd'hui, on sait que la moitié des aliments qu'on trouve, des produits qu'on trouve dans les supermarchés relèvent de la catégorie des produits ultra transformés. Et on en consomme effectivement à peu près 30% des calories. 30% des calories qu'on consomme viennent de produits ultra transformés, ce qui est le double de ce que conseillent les scientifiques. C'est-à-dire que jusqu'à 15% dans la ration journalière de produits ultra transformés est sans danger. Là, c'est le double. Et je suis également avec Loïc Prudhomme, donc le président de la commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses travaux au mois de septembre dernier. On voit directement, vous parliez là des conséquences sur la santé publique de manière chiffrée. Si on dépasse ce seuil des 15% qu'on ingurgite dans un aliment, le risque de cancer augmente pratiquement de manière parallèle. Ben ça, c'est toutes les études scientifiques qui documentent et s'agrègent et finissent par dire qu'effectivement, ces aliments ultra transformés ont une action directe sur notre santé. L'émergence des risques de cancer, ça a été estimé à un peu plus de 11%. Aujourd'hui, des cancers qui seraient liés notamment... À travers une étude sérieuse, il faut dire, sur des dizaines de milliers de cas, parce qu'on n'est pas là en train de sortir un fake chiffre, si je puis dire. Non, c'est des études scientifiques avec des des scientifiques indépendants, de la recherche publique, parce qu'on pourra aussi parler de comment sont réalisées certaines études scientifiques, notamment pour avoir les autorisations d'utilisation des additifs. Non, ça, c'est vraiment des études indépendantes, publiques, qui estiment que c'est plus de 11% de ces émergences, enfin de ces cancers qui ont une des causes notamment principales est la malbouffe. Donc c'est énorme parce que c'est aujourd'hui plus de 350 000 cas de cancer dans notre pays avérés chaque année. Si vous prenez 11% de ça, c'est à peu près 40 000 personnes qui sont aujourd'hui victimes de cette pathologie due à l'alimentation qu'ils ingèrent. Et donc moi, ce qui est le plus marquant, et ça va poser un petit peu aussi une ambiance, moi c'est mon rôle de politique de lancer l'alerte, et je l'avais fait au moment de la remise du rapport, c'est que toutes ces études scientifiques qui s'agrègent, les pouvoirs publics ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Les politiques ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Et les industriels continuent ces pratiques industrielles dont j'ai dit qu'elles avaient une logique commerciale et pas une logique de bien nous nourrir. On va le voir tout à l'heure, parce qu'il y a un combat notamment pour alerter le consommateur avec des fameux labels et avec lobby de l'alimentation, de l'agroalimentaire, qui est plus maintenant du chimie alimentaire, si on l'a bien compris. Et ce combat, il est terrible. Mais quand tout le monde, quand tout le monde est au courant de ça, quand tout le monde sait ça, y compris au plus haut niveau des ministères, et que tout le monde tourne la tête, je dis à ce niveau d'inaction, ça devient de la connivence. Et moi j'avais dit, c'est une association de malfaiteurs qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ces gens qui ne font rien, ces gens qui ont une logique commerciale, et personne ne fait rien pour endiguer ce phénomène. Donc là, pour moi, responsable politique, ça pose un problème majeur de l'utilité, en tout cas de l'action publique pour l'intérêt général. Et donc moi c'est là-dessus que je voudrais vraiment alerter fortement. On ne peut pas continuer comme ça à tourner la tête pour défendre des intérêts particuliers face à un intérêt général. Il faut qu'il y ait une réaction maintenant forte pour qu'on arrive à sortir de ça. Parce que aussi bien, il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. Aujourd'hui, notre façon de nous alimenter, elle a changé. C'est-à-dire qu'on est consommateur d'un service alimentaire. J'aime pas ce terme, mais c'est la réalité. On ne peut pas tourner la tête et dire que ça n'existe pas. Mais on peut, les industriels peuvent pourvoir à ce service d'une manière saine et bien meilleure que ce qu'ils font aujourd'hui par des logiques commerciales. Donc ça, je voudrais vraiment que les gens l'entendent et le comprennent et fassent des choix aussi et des choix politiques, mais aussi des choix dans leur consommation. Enfin, on verra tout à l'heure comment effectivement cela recoupe finalement nos modes de vie aujourd'hui, notre prise de conscience, et on le verra d'autant plus que parallèlement à cette information qui commence aujourd'hui enfin à parvenir et à entrer dans le débat public, il y a aussi un autre mouvement qui se crée, qui est celui des circuits courts, de celui de manger sain. Et on voit bien que notre société, singulièrement française, où il y a cette culture de l'alimentation et de la, entre guillemets, bonne bouffe, eh bien, les deux tendances se développent de manière quasi parallèle. Nous sommes au téléphone avec l'un des premiers à nous avoir alerté, Anthony Fardet. Bonjour, monsieur Fardet. Oui, bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et vous avez écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit ou beaucoup de bien pour la cause. Ça s'appelait « Halte aux aliments ultra transformés ». Là, à quelques heures du réveillon où les gens vont manger en famille, font leurs courses, ce message de halte aux aliments ultra transformés prend d'autant plus de valeur, j'imagine, pour vous. Je rappelle que votre livre, d'ailleurs, est publié aux éditions Thierry Soucard.
Oui, monsieur Fardet. Oui, d'accord. C'est le moment ou Oui, jamais de passer ce message, disais-je. Pas pour détruire le moral, mais pour informer. Non, mais en fait, alors pourquoi on parle de fake food, donc de faux aliments, c'était évidemment pour remettre à sa juste place et en valeur les vrais aliments, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de marqueurs d'ultra-transformation, comme des colorants, des texturants ou des exhausteurs de goût qui sont principalement industriels, qui sont là un peu pour maquiller le produit, et puis souvent pour utiliser moins de matières nobles, comme beaucoup d'arômes artificiels qui sont beaucoup moins chers que le produit noble de départ. Et ce que je voulais souligner aussi quand même, c'est que les aliments ultra transformés, ça va encore plus loin que la malbouffe, parce que la malbouffe, tout le monde est à peu près ok pour dire ce que c'est les fast-foods, les sodas, les confiseries. Mais là, ça englobe aussi des aliments qui nous étaient présentés bons pour la santé et qui en fait ne le sont pas, c'est-à-dire des aliments allégés, en gras, en sucre, et on remplace le grain de sucre par toute une kyrielle d'ingrédients et d'additifs cosmétiques. Parfois même des aliments griffés bio. Ça m'a stupéfait oui, dans le bio, végétarien, vegan, on peut trouver de l'ultra transformé partout. C'est à peu près 40-50% de l'offre en supermarché, de l'offre alimentaire entière. Et si on prend seulement les produits étiquetés emballés, c'est 70% des produits étiquetés emballés. On a fait ce calcul très précis. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'important. Mais il faut quand même souligner à nos auditeurs que tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. L'aliment ultra transformé est une catégorie d'aliments industriels. Mais c'est vrai qu'ils se répandent de plus en plus sur la planète. Ils sont surtout vendus par ce qu'on appelle Big Food, c'est-à-dire les 12 plus grandes multinationales mondiales, dont le chiffre d'affaires repose sur ces aliments. Mais vous avez beaucoup d'industriels qui font des produits qui ne sont pas ultra transformés. Vous pouvez trouver des conserves. C'est ça, il faut pas faire la confusion entre un aliment industriel d'un aliment ultra transformé. C'est bien. Très, très important. Ce qui rend il faut pas stigmatiser l'industrie, parce que les industriels, on en a besoin. Ce qu'on pointe du doigt, si vous voulez, c'est une déviance de l'industrie, où, comme le soulignait très bien Loïc Prudhomme, la technologie ne s'est plus mise au service de l'homme et de l'aliment, mais pour des profits, parce que c'est des produits très rentables, les aliments ultra transformés. Donc on a eu une déviance où l'argent s'est mis au centre, et le seul but est de faire le maximum de profit avec des aliments qui se répandent sur la planète et qui, dramatiquement, notamment dans les grands continents émergents, se substituent aux aliments locaux. Et menacent dangereusement notre santé, comme on va le voir dans un instant. Vous restez bien sûr avec nous, Anthony Fardet, aliments ultra transformés, halte, disiez-vous dans votre livre. Nous sommes, Marlène, à faire le tour de la question. On a fait le constat. On va essayer de comprendre comment ce processus. On a déjà quelques idées avec ce que M. Fardet vient de nous dire, et puis surtout comment on peut le combattre. Voilà, jusqu'à 10h on va en parler, donc les aliments ultra transformés, restez avec nous. Lors de la pub, attention, on dépose, ça me fait de la chance. 9h21, en ce jour de réveillon, à l'heure où l'on s'affaire pour organiser ses repas de fête, c'est un peu la journée, on va parler malbouffe, fake food, les dangers de nos aliments ultra transformés. On fait le tour de la question avec vous, François Claus, ce matin. Pour vous diriger justement vers les bons aliments. Exactement, avec vos invités, Arnaud Gonzague, chef du service société de l'Obs, auteur d'une enquête sur la fake food. Nous avons Loïc Prudhomme aussi qui est avec nous, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle, et Anthony Fardet au téléphone, ingénieur agronome, spécialiste de la science des aliments, de la nutrition, auteur de Halte aux aliments ultra transformés, aux éditions Thierry Soucard. Anthony Fardet nous parlait de l'argent est au centre du système aujourd'hui. Arnaud Gonzague, si on essaye de comprendre comment le phénomène s'est presque insidieusement glissé dans les rayons des supermarchés, c'est lié à une forme de mode de vie. On va de plus en plus vite, on a besoin de choses. Oui, c'est que c'est aussi le reflet de nos évolutions sociétales. Au départ, on a tous envie de bien manger, mais on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément la compétence pour faire ça. On sait bien, préparer bien la nourriture, ça prend du temps, ça prend une certaine énergie aussi, qu'on n'a pas forcément envie de consacrer. Oui, il faut avoir le courage, ne serait-ce que de faire une vinaigrette quand on rentre chez soi, d'éplucher des pommes de terre, éplucher des carottes, alors que tout nous est proposé dans une forme de faux bonheur. C'est une tentation terrible à laquelle on succombe tous. Et effectivement, il y a cette idée que vous allez avoir des aliments qui sont peu chers. Et pourquoi ils sont peu chers ? C'est parce qu'en général, évidemment, ils sont truffés d'additifs chimiques. Et les additifs chimiques sont peu chers à utiliser. Là où vous aurez de l'additif chimique, vous aurez de la viande en
plus petite quantité. Vous aurez de la viande de mauvaise qualité, mais sur laquelle on va mettre des édulcorants, donc ça va donner du goût. On va mettre des exhausteurs, on va mettre des acidifiants, on va mettre ce qu'on appelle des texturants, c'est-à-dire une viande, on revient sur l'exemple du nugget, au départ c'est de la fibre de poulet pratiquement immangeable, il faut dire ce qui est. On va lui mettre de l'arôme, ce qui est quand même extraordinaire dans un nuggets de poulet, c'est que vous avez des arômes poulet, alors qu'au départ il y a quand même de la viande là-dessus. On va mettre d'une jolie couleur. Voilà, tous ces additifs. Tous les additifs chimiques ne sont pas dangereux, il faut le préciser. Hein. La moitié des additifs chimiques qu'on utilise sont dangereux. C'est quand même déjà beaucoup. Ça fait une centaine d'additifs chimiques utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et certains sont utiles. Hein. Il y a les antioxydants, il y a les conservateurs. Ceux-là sont utiles. Mais ceux que Anthony Fardet appelle des additifs cosmétiques, hein, qui servent à donner de la texture, de l'épaisseur, du goût, de la douceur factice, ceux-là, évidemment, truffent les aliments. Truffe n'est pas forcément le bon mot, tant ça renvoie à de la bonne nourriture, mais on a bien compris ce que vous vouliez dire. Loïc Prudhomme, on pointe du doigt donc le mode de vie, finalement, un consommateur qui est soumis malgré lui à cette forme de dictature, de la consommation rapide. Il y a également, et vous le pointiez du doigt, une logique très nette du profit avec un marché tenu. Alors vous parliez, on parle d'un Big Five, d'un je ne sais combien d'industries aujourd'hui de l'agroalimentaire gèrent la grande nutrition de la planète. Oui, effectivement, ce sont des puissances industrielles énormes et c'est face à ça aussi que les publics ont renoncé et je disais qu'ils tournaient la tête avec quand même une facilité inquiétante. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que, alors moi sur les additifs, je voudrais revenir là-dessus parce que ce sont ces grandes entreprises aussi qui ont réussi à faire qu'ils soient autorisés. Et moi je dis, il y en a bien plus que la moitié qui sont problématiques et qui posent des. Vous pouvez les citer. Alors le marché, il est tenu par qui aujourd'hui, le marché de ces aliments ultra transformés? Quand on parle des grandes multinationales, il faut regarder qui est aujourd'hui adhérent du syndicat de l'industrie agroalimentaire, mais des Danone, des Nestlé, etc., etc. Enfin, on les connaît. Ce sont eux qui tiennent les marchés. Et ce sont eux aussi qui, quand il s'agit d'homologuer les additifs, il y en a plus de 338 aujourd'hui autorisés en Europe, ce sont eux qui font les dossiers scientifiques, qu'ils soumettent aux autorités européennes de sécurité alimentaire pour nous dire ceci est sans danger. Donc moi je trouve que ça pose quand même un grave problème. On est au cœur de ce qu'on appelle le lobbying. On a évoqué, Anthony Fardet, vous êtes toujours avec nous. Oui. On a évoqué donc les modes de vie, on a évoqué la course au profit. Je dirais également qu'il y a une question qui se pose autour de la manière dont le progrès scientifique dans cette affaire a été quelque part un peu dévoyé, parce que au départ, on arrive à découper des aliments, ce qui peut présenter un progrès, mais finalement on l'utilise mal. Oui, alors ça nous ramène en fait, alors je vais essayer de faire simple, aux approches holistiques et réductionnistes de l'alimentation. On a longtemps considéré en fait que l'aliment n'était qu'une somme de composés. Donc après tout, si l'aliment n'est qu'une somme de composés, on peut bien le fractionner et recombiner à l'infini les briques. Si vous voulez, on peut prendre l'image d'un collier de perles. Le collier de perles entier avec le fil qui relie les perles n'a pas la même valeur santé que les perles séparées et le fil séparé. Et pourtant, vous avez la même composition. Parce qu'en fait, le fil qui relie les perles participe de la santé, ce qu'on appelle le lien, la synergie. Et ce lien est important. C'est ce que j'appelle l'approche holistique de l'aliment au global. Donc l'aliment dans sa complexité n'a pas le même effet santé que la somme de ses parties. Je sais pas si je veux... Non, mais on comprend. C'est-à-dire, on se dit, on mange de la viande, ça va nous amener des protéines, mais finalement, on mange pas de viande. Ben oui, parce qu'en fait, le lien qui relie les perles est très important. Et on a depuis 150 ans qu'on fait de l'alimentation, et notamment dans la culture et la philosophie occidentale, on a porté l'attention que sur les perles du collier sans prendre en compte le lien. On a raisonné que sur les perles et les parties. Donc on s'est dit on peut bien les séparer et recombiner à l'infini, si bien qu'aujourd'hui, il est plus rentable, si vous voulez, de vendre les parties séparées de l'aliment, les ingrédients, que l'aliment de départ. Donc on est dans une logique de rentabilité où on marche sur la tête, où finalement, et même ces aliments qui sont des faux aliments et qui sont pas bons pour la santé, deviennent moins chers que les vrais aliments qui sont vertueux, à la fois pour notre santé, les systèmes alimentaires, et oui, les systèmes alimentaires aussi, c'est très important, on a oublié de le dire, mais c'est que ces aliments ultra transformés, plus on va en consommer, plus les systèmes alimentaires vont se dégrader, parce qu'on va perdre la biodiversité, abîmer l'environnement, le changement climatique, augmenter la souffrance animale, tuer les petits producteurs, tuer la vie sociale et tuer les traditions culinaires. Donc ces aliments ultra transformés, ce n'est pas une cible anodine.
C'est très important parce c'est que même derrière- c'est même quasiment, Anthony Fardet, un mode de vie qu'il faut réinventer Oui. autour de cette question de l'aliment. On va voir Bien peut-être sûr. dans la partie Il faut suivante. avoir même- une approche globale. Comment des- C'est-à-dire que derrière l'aliment ultra transformé, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière, vous avez en fait la dégradation des systèmes alimentaires si ces aliments sont de plus en plus consommés au détriment des vrais aliments. Et revenir à des vrais aliments, c'est agir localement pour avoir un impact global sur les systèmes alimentaires. Et ça, c'est très important. C'est donc un très bon indicateur de la dégradation de nos systèmes alimentaires. On va voir justement dans la il parle partie suivante des œufs quel et type les de viandes remèdes batteries on qu'on peut mettre en retrouve dans place, tous les comment aliments lutter. industriels, alors On qu'ils est là sont dans une pas prise de conscience, vous consommables l'avez en compris, pour vous aider supermarché. justement et pour vous guider vers ce qui est bon pour vous et pas forcément plus cher. Alors là, il y a encore le débat et on va l'évoquer dans un instant, Marlène. Et je rappelle, François, que nos auditeurs peuvent réagir à tout moment sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1, Twitter bien sûr avec le hashtag Europe 1, ou encore au 39 21 Ouais, je 50 vois centimes la minute. notamment Anthony là qui nous a appelé. On va prendre son témoignage prendre dans un instant. C'est la pub, ça, hein. Attention, hein. Europe 1. Et jusqu'à 10h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1. On pointe du doigt les aliments ultra transformés. Alors, on évoquait jusqu'à maintenant les modes de vie et on aimerait maintenant savoir comment lutter. Et ça va être, je pense, l'objet de ces prochaines interventions. Bien sûr, quelle réponse on peut apporter, Marlène, à ce phénomène? Réponse politique, puisque nous sommes avec Loïc Prudhomme, le député de la France Insoumise, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation, qui a rendu ses travaux au mois de septembre dernier. Réponse également sociétale, prise de conscience, et nous sommes en train de le faire, et Anthony Fardet, qui est avec nous, ingénieur agronome, avec son livre Halte aux aliments ultra transformés, le fait également, voir comment aussi, et c'est peut-être le plus difficile, c'est tous nos modes de vie, comme on le disait à l'instant, qui sont aujourd'hui en cause à travers cette question des aliments. Mais vous vouliez, Arnaud Gonzague, chef du service société de l'Obs, qui a produit ce très beau dossier autour de la fake food, repréciser ce que l'aliment ultra transformé fait comme mal à notre organisme. Parce qu'Anthony Fardet explique ça très bien, il explique l'histoire du collier de perles, mais je pense qu'il faut réexpliquer ce que ça produit sur notre corps. Si vous avez deux aliments, vous avez d'un côté, je reviens sur mon morceau de poulet avec une sauce dessus, qui fait, mettons, quelque chose comme 150 calories. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un nugget qui fait les mêmes 150 calories. Eh bien, votre corps ne va pas les métaboliser de la même manière. C'est ça qu'il faut Métaboliser, c'est-à-dire les intégrer les ingérer, pour son quoi. bon fonctionnement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que d'un côté, pour le dire très sommairement, il va se nourrir de ce qui fait l'aliment, les fameux colliers de perles, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire les glucides, c'est-à-dire les vitamines, les fibres, les minéraux, tout ce qui est dans un aliment, il va les prendre et il va répartir ça, si vous voulez, harmonieusement dans le corps. Alors que dans l'autre, dans le cas du nuggets, ce sont ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire ce sont des calories qui sont sans fibres, sans oligo-éléments, sans minéraux, sans etc., etc. Et qui fait que votre corps, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on dit que ces aliments sont dénaturés, votre corps ne va pas les reconnaître. Il n'est pas habitué, si vous voulez. Et donc, ils vont être considérés très très vite, ils vont rentrer très très vite dans votre sang, ils vont très mal se comporter chez vous, et c'est pour ça qu'ils provoquent de l'hypertension, du surpoids, de l'obésité. C'est-à-dire qu'à calories égales, vous ne Ce sont pas les mêmes. Voilà, vous ne Il y a nourrissez pas de la même manière. il y a calories et calories. Exactement. C'est ce qu'il fallait repréciser. Nous avons au téléphone Anthony. Bonjour Anthony. Oui, bonjour François, bonjour à tous. Merci d'écouter Europe 1, merci d'intervenir dans le débat. On n'est pas là forcément pour vous faire peur, on est là pour vous guider, essayer de vous guider. Vous aviez conscience, Anthony, de cette présence dans notre quotidien des aliments ultra transformés? Ah oui, bien sûr. Moi, justement, j'en utilise de moins en moins. J'en ai beaucoup utilisé plus jeune par facilité. Mais je pense que c'est un faux débat de dire que c'est compliqué de faire à manger. On n'est pas tous des as de la cuisine, mais pour autant, c'est facile de se faire un plat de pâtes avec quelques petites choses pour l'améliorer, avec des aliments bruts. Moi, je prends toujours l'exemple de Coluche qui disait il faudrait que si on arrêtait d'en acheter, ça se vendrait plus. Alors oui, tout simplement, si on arrêtait d'acheter de la merde, on n'en fabriquerait plus. Il n'y aurait plus de clients pour. Moi, je fais à manger. Quand j'ai pas beaucoup de temps le midi pour manger avec le boulot, j'ai préparé la veille au soir quelques pâtes ou quelques pommes de terre avec un morceau de fromage pas industriel et qui m'a pas coûté plus cher au kilo. Enfin, Anthony, je sais pas, vous habitez où, Anthony? Alors moi j'habite la Bretagne à côté de Morlaix. D'accord, vous êtes en Bretagne Nord, mais ça passe par une démarche globale, j'allais dire, parce qu'il faut penser où on va faire ses courses, ce qu'on va acheter, comment on va le préparer. Oui, c'est une prise. Non, bien sûr.
Mais il faut cette prise de conscience et cette organisation. Ah oui, c'est sûr, c'est un choix. Hein. Je me dis que plutôt que de rester les fesses dans le canapé devant l'ordinateur à regarder des trucs qui servent à rien sur Facebook, autant passer 10 minutes à regarder quel steak on va choisir et quels légumes on va choisir. C'est un peu plus intéressant. Même à montrer à ses enfants ou même quand on vit seul, c'est peut-être un peu plus enrichissant que de regarder ça va chier devant un écran qui sert à rien et qui vous enrichit pas intellectuellement. Et puis alors, ce qui est bien quand hein. on cuisine Anthony de Bons Aliments, c'est qu'on peut écouter la radio en même temps. Et c'est ça qui est, réaction de, merci Anthony d'avoir appelé le 3921. Louis Prudhomme. Oui, merci à cet auditeur. Effectivement, il a raison. On peut faire facilement différemment et cuisiner des produits bruts. Juste une petite, je voudrais pondérer son propos en disant il suffirait qu'on arrête de les acheter pour que ça se vende plus. C'est pas si simple. À un mode de vie, à une pression mais surtout parce que les aliments ultra transformés, ils avancent masqués et donc c'est pas écrit en gros sur le paquet aliments ultra transformés. Donc si vous n'avez pas cette culture, cette connaissance un petit peu de comment est organisée aujourd'hui cette production industrielle dont on a besoin, mais notamment ces aliments ultra transformés, vous pouvez pas nécessairement les détecter, les déceler et donc ne pas les choisir. C'est un peu le problème, mais j'y reviendrai sans doute quand on va reparler des solutions. C'est exactement ce qu'on va faire après Marlène, une courte pause. C'est-à-dire on va essayer de voir comment on peut vous informer mieux et quel est le combat. Mais vous allez voir, c'est incroyable le combat pour obtenir juste un petit label sur une étiquette. Comment il faut se battre à Bruxelles, à Paris. C'est la théorie des remèdes et c'est ce qu'on va évoquer dans un instant, Marlène. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Ultra transformé ce matin avec vous, François Claus, et vos invités. Alors j'invite nos auditeurs à réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont le réflexe de lire les étiquettes sur les produits lorsqu'ils achètent, consomment donc des produits alimentaires, la composition? Est-ce qu'ils regardent aussi la provenance? Sur la page Facebook d'Europe 1, répondez-nous. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Faudrait-il encore que ces notations sur les emballages, Arnaud Gonzac, soient lisibles? Et oui, sur les emballages, on ne trouvera pas grand-chose concernant l'ultra-transformation, mais quand même, il existe deux classifications qui sont accessibles au grand public. Encore faut-il les connaître. La première classification, elle s'appelle la classification SIGA. SIGA, c'est une start-up française. SIGA, voilà. C'est une start-up française qui l'a fait et on peut y avoir accès par des applications sur les smartphones comme ScanUp. Par exemple, ScanUp, vous téléchargez ça sur votre smartphone et puis vous pouvez regarder le degré d'ultra-transformation. Alors, il y a toute une classification qui permet de voir que tel et tel produit dans votre supermarché l'est. Il existe une base de données qu'on appelle Open Food Facts, sur laquelle, là, il y a une autre classification qui s'appelle Nova, qui est une classification brésilienne, un peu plus sommaire que SIGA, et ça va de 1 à 4. Vous avez bien conscience que vous adressez à des gens qui vont aller faire des courses, qui ont travaillé toute la journée, vous leur demandez de charger une application, de se balader, de voir. C'est une démarche compliquée et c'est ce qui est difficile dans ce combat, Loïc Prudhomme. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des politiques publiques et des décisions qui soient prises maintenant pour nous arrêter de nous soumettre à ces aliments ultra transformés. Et je l'ai dit, il y a des process industriels qui permettent de répondre aux services alimentaires dont nous avons besoin, mais sans avoir recours à ces aliments ultra transformés. Il peut y avoir une pression également de l'acheteur. Je parle par exemple de la grande distribution sur l'industrie qui produit et qui développe ces aliments ultra transformés. J'allais dire que les deux marchent malheureusement main dans la main et c'est un cercle un peu vicieux où ils s'auto-alimentent dans cette production d'aliments ultra transformés et de la recherche du coût toujours le plus bas. Moi je dis c'est comment aujourd'hui on arrive à sortir ces produits, ces aliments ultra transformés de nos rayons, de nos assiettes. C'est tout simplement en faisant tomber ce qui les tient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ne peuvent exister que parce qu'il y a 338 additifs chimiques qui permettent à vos nuggets de poulet qui n'ont pas un gramme de poulet à l'intérieur d'avoir goût de poulet. Et ainsi de suite, et vos surimi de poisson, etc., etc. Donc, c'est comment on arrive à sortir ces additifs pour que l'industrie s'en passe et produisent autrement, mieux. Ils savent le faire. Il y a des solutions. Aujourd'hui, on n'a pas parlé des effets cocktails. C'est quand même assez alarmant. Vous prenez ces produits ultra transformés, dont on sait qu'ils ont en moyenne 5 à 6 additifs à l'intérieur. Si vous voulez évaluer les effets cocktails de ces additifs entre eux, c'est-à-dire les effets délétères sur notre santé, comment vous faites? Aujourd'hui, les agences sanitaires européennes sont dans l'incapacité d'évaluer ces effets cocktails. Je les ai rencontrés, ils l'ont dit. Vous avez 5 additifs que vous combinez parmi 338, il y a 40 milliards de possibilités de combinaison. C'est humainement impossible d'évaluer ces risques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un principe de précaution.
s'applique et qu'on retire les additifs qui aujourd'hui sont les plus controversés. Pour moi, il y en a plus de 200 et je voudrais qu'on revienne à une short list, à une liste plus courte, qui serait celle des additifs qui sont aujourd'hui autorisés sous label agriculture biologique, moins les nitrites, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se contente de... Il y a 40... Une petite précision concernant Loïc Prudhomme. Il faut savoir qu'auparavant, il était chercheur à l'INRA. Donc, il s'y connaît bien et on n'a pas des députés... on a les députés qu'on mérite, quoi. On a des députés super. Allez, continue Loïc. 48 additifs aujourd'hui autorisés en bio, qu'on se contente la à nitrite 46. qui permet par exemple pour la charcuterie d'accélérer le processus de manière totalement artificielle. Les nitrites qui permettent que votre jambon ait une couleur rose alors que naturellement il ne l'aurait pas. Et on sait que les pays scandinaves, il y a aussi des industriels en France qui arrivent à se passer de ça. Donc en gros, c'est en réduisant ce catalogue de produits chimiques qui aident à produire l'alimentation ultra transformée, eh bien on va aussi du coup réduire la production d'aliments ultra transformés et les industriels vont être obligés de reformuler et de retrouver des techniques. Ils en ont les capacités, ils ne sont pas dépourvus de services recherche et développement. Mais la marge sera peut-être réduite en termes de profit. Mais même pas, c'est qu'aujourd'hui ils vont au plus facile. Aujourd'hui c'est autorisé, il y a un laxisme généralisé et donc ils vont au plus facile, au plus profitable. Donc il faut qu'il y ait une contrainte qui soit imposée. Anthony Fardet, ce combat pour la contrainte, pour des nouveaux labels, pour une information meilleure du consommateur, pour une réduction des produits utilisés pour transformer notre alimentation, il est capital. Oui, c'est important. Il faut proposer des solutions au grand public. Alors peut-être, je voulais revenir sur ces solutions. Donc effectivement, il y a le score SIGA dans l'application Scanner, auquel j'ai indirectement participé. Vous retrouverez tout ça sur le site d'Europe 1 ou en réécoutant l'émission si ça va trop vite en podcast, bien évidemment. Voilà, donc si vous avez un smartphone avec en scannant le code barre, vous pouvez tout de suite voir s'il est ultra transformé ou pas, donc c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas de smartphone, il faut lire la liste des ingrédients. Et si elle est vraiment très longue et que les noms vous les reconnaissez pas, le risque d'avoir un aliment ultra transformé est très élevé. Et après, si vous en avez marre de faire ça, le meilleur moyen c'est d'aller plutôt dans les marchés, évidemment. Et puis, je voulais aussi revenir sur une règle scientifique que j'ai élaborée, donc qui a été publiée dans un journal scientifique de nutrition il n'y a pas très longtemps. C'est la règle des 3V qui est pour aider au choix des gens. Allez-y, végétal, vrai, varié. Allez-y, végétal, vrai, varié, c'est-à-dire que un régime protecteur universel tel que défini par la science, c'est un régime riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés. Et en suivant ce régime qui est plutôt flexitarien, c'est-à-dire qu'on mange de la viande mais à l'occasion et pas tous les jours, on protège l'environnement, le bien-être animal, notre santé, les petits producteurs, les traditions culinaires. Donc on restaure vertueusement le système alimentaire. Et donc je recommande dans ces règles de ne pas dépasser 3 produits animaux par jour, 3 portions animales par jour, pas plus de 1 à 2 portions de produits ultra transformés par jour, donc c'est le vrai. Et varié, si possible, bio local et de saison. Donc, vous voyez, c'est pas très contraignant, c'est scientifique, et en respectant cette règle sur la semaine, vous allez agir pour la planète, et ça c'est formidable. Oui, parce que on le voit bien, c'est tout un mode de vie. On a même des architectes aujourd'hui qui réfléchissent dans l'urbanisme de la ville à essayer de modifier les circuits de distribution de l'alimentation, puisque les villes au départ se construisaient autour des fleuves avec eh bien une certaine logique. Aujourd'hui, nous sommes dans des barrières urbaines qui empêchent la circulation des aliments, et c'est une des réflexions qu'on va avoir dans un instant pour continuer à faire le tour de la question. Pour le moment, on retient, Marlène, les 3 V, hein. Végétal, vrai, oui. Varié. Et ben voilà, vous l'avez dit. À tout de suite sur Europe 1. Non, pas de pub, hein. 9h49, on s'intéresse à la fake food, les aliments ultra transformés et leurs dangers. Depuis 9h sur Europe 1, on fait le tour de la question avec vous, François Claus, et vos invités. Avec mes invités surtout, et je suis heureux de partager ces réflexions avec eux, avec Arnaud Gonzague, chef du service société de l'Obs, là, qui publie un très beau dossier. Je vous renvoie sur ce dossier de l'Obs. Loïc Prudhomme, qui est le député de la France Insoumise, président de cette commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation, qui a rendu ses travaux au mois de septembre dernier. Et Anthony Fardet, qui est avec nous au téléphone, ingénieur agronome, et qui a écrit « Halte aux aliments ultra transformés ». On évoquait à l'instant, Loïc Prudhomme, le mode de vie global et les circuits finalement de distribution de l'alimentation qui sont au cœur de cette question si on veut tenter d'améliorer également notre alimentation. Bien sûr, Anthony Fardet le disait, tout ça est un système global. Il parlait de comment on protège aussi l'environnement, la planète et les producteurs. Je pense que ce qu'on oublie aussi et ce qu'a coupé cette fabrication d'aliments ultra transformés, c'est le lien qu'il existe entre la production de produits bruts, la production agricole et ce qui est dans nos assiettes. Les gens aujourd'hui pensent, et notamment
notamment nos enfants, pensent que notre alimentation pousse sur les rayons d'un supermarché. Et donc ça, il y a du travail aussi à remettre du lien dans tout ça. Et ce lien-là, c'est comment la production agricole participe à une alimentation de meilleure qualité. Aujourd'hui, les aliments ultra transformés ont besoin de produits industriels très calibrés, produits de manière massive et qui va à l'encontre d'une production locale, saine, paysanne, et donc qui redonne aussi du sens au travail des agriculteurs et des agricultrices, du sens et du revenu, c'est-à-dire que vivre décemment aussi de son travail de producteur d'alimentation, parce que c'est de ça dont on parle, un agriculteur, il produit notre alimentation, c'est un travail qui demande à être accompagné, et c'était une des préconisations de la commission d'enquête parlementaire et du rapport, c'était de dire qu'il faut redonner des moyens pour notamment refaire ce qui existe déjà, qui sont les projets alimentaires territoriaux et qui permettent de reconnecter les cantines scolaires, l'alimentation, l'agriculture, les circuits qui organisent tout ça et qui aujourd'hui sont trop peu soutenus par la puissance publique. On laisse ça à la bonne volonté de quelques décideurs, de quelques collectivités territoriales. C'est vraiment la logique finalement du profit et de la facilité. Oui, parce qu'il faut que tout ça ait du sens en fait. Nous appelons Dominique qui était au 39-21 qui nous a appelé. Bonjour Dominique. Bonjour François, ravi de vous entendre. Ravi que vous participiez au débat. Vous habitez cette belle région du Rhône, haut lieu de la gastronomie française, et pas seulement de la gastronomie, tout simplement des produits du terroir. Vous entendiez à l'instant... une ville de maraîchers. Alors allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'habite Caluire aussi, qui est une ville de maraîchers. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Et je rebondissais sur ce que vous avez dit sur le fait d'agir localement. Et je crois beaucoup à tout ça. Et en corollaire, je me pose des questions. Parce que bon, effectivement, nous habitons Caluire, c'est une petite ville, une grande ville plutôt, autour de la région de Lyon. Et nous avons un jardin, nous achetons à des AMAP, nous avons trouvé des éleveurs dans la région auxquels nous achetons le bœuf, l'agneau, etc. Nous sommes à proximité de la région de la Dombe et de la Bresse, où nous pouvons acheter également tout ce qui est volaille, etc. Mais en parallèle, je vois que il y a des attraits très très importants sur des plateaux de sushi, par exemple, dans les grandes surfaces, sur des aliments transformés venant de l'extérieur. Et je me dis, mais est-ce que on n'est pas en train de... moi, j'achète pas de sushi parce que j'aime pas ça. Mais bon, je vois bien que mes filles qui ont une trentaine d'années en consomment beaucoup, tout en étant en parallèle des jeunes femmes qui cuisinent avec des produits locaux. Donc je me dis, mais est-ce que tout ça, c'est pas des choses transformées qui vont vers des habitudes alimentaires lointaines, qui ne sont pas celles justement locales, de notre cuisine locale et traditionnelle. Dominique, Arnaud Gonzague va vous répondre là. Bah oui, il faut pas mélanger deux choses. C'est-à-dire que les sushis sont effectivement des produits transformés par le savoir-faire des cuisiniers et qui sont effectivement pas de la tradition culinaire française, mais pour autant ils sont pas condamnables. Le problème n'est pas dans est-ce qu'on doit manger français quand on est français, est-ce qu'on doit manger japonais quand on est japonais. Le problème de fond, c'est effectivement l'approche holistique dont on parlait. C'est est-ce que votre comportement tous les jours est cohérent. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes effectivement, quand on est en cuisine, on passe plus de temps en cuisine que sur les réseaux sociaux, par exemple, et on passe aussi plus de temps, souvent avec les siens, avec sa famille. On retrouve les bonnes choses. Et on transmet à ses enfants, effectivement. Donc c'est un tout. Après, moi, je suis pas du tout favorable à l'idée qu'il y a une tradition culinaire française et qu'il faut pas en sortir. Au contraire, la tradition culinaire japonaise, pour l'évoquer, les sushis, il y a quelque chose de l'ordre de l'artisanat extraordinaire là-dedans. Et parfois, quand on mélange plusieurs traditions, ça peut être excellent également en bouche. Oui, tout à fait. Mais quand c'est fabriqué sous nos yeux, je ne crains pas. Mais je me dis, est-ce que tous ces plateaux tout prêts qu'on achète en grande surface sont-ils transformés justement au point où on a essayé de vous donner quelques clés, Dominique, avec les labels, avec les applications, mais ça passe par une démarche pour le moment, j'allais dire citoyenne, de résistance à un monde qui nous envahit malgré nous. Allez, pour conclure, quand même, et ça peut être une manière de résister, dans quelques heures, ça va être la grande fête familiale, souvent un grand rendez-vous gastronomique, vous êtes peut-être en partance pour votre marché. Qu'est-ce que, messieurs, vous allez manger ce soir en famille, ou qu'est-ce que vous envisagez, Arnaud Gonzague? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Mais vous allez au marché, vous allez chercher du frais. Oui, l'idée c'est d'aller effectivement au marché. De toute façon, il y a un élément qui est très important, c'est si vous ne connaissez pas l'ingrédient que vous voyez sur l'étiquette, c'est très mauvais signe. Chez vous, il n'y a pas de
de gomme de xanthane, il n'y a pas de maltodextrine, il n'y a pas de sorbitol, il n'y a pas d'huile de palme dans vos placards. Si vous en avez sur les étiquettes, en général, c'est plutôt mauvais signe. Donc il faut relire les étiquettes. Alors Loïc Prudhomme, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Alors, c'est très important ce que vient de dire Arnaud. C'est effectivement, si vous avez des ingrédients que vous connaissez pas, c'est qu'il y a un loup, hein, il faut s'en écarter. Moi, je pense qu'il faut retrouver aussi cette notion, on a parlé avec la dame, l'auditrice juste avant, de l'éducation, la transmission des savoirs et de la connaissance. C'était aussi une des préconisations, que nos enfants soient mieux éduqués. Et puis, il faut surtout retrouver du plaisir à cuisiner, parce que l'alimentation, c'est pas simplement des briques élémentaires qu'on additionne et qu'on juxtapose avec des additifs. C'est le plaisir qu'on a à faire, à préparer ensemble. Alors moi, pour le réveillon, c'est prenez une heure avec vos invités à préparer les canapés pour l'apéro, si vous avez la chance de boire l'apéro, et puis après préparer ensemble le repas. C'est un moment tellement sympathique et convivial qui redonne du plaisir à tous, et une alimentation bien sûr à base de produits bruts. Je pense que quand vous avez fait ces deux choix, du plaisir et des produits bruts, vous avez fait une grande part du chemin. Anthony Fardet, j'imagine que vous souscrivez, vous préparez un réveillon produit naturel avec vos enfants. Ah oui, puis moi j'ai été élevé dans la tradition des vrais aliments avec mes grands-parents, ma mère. Donc ça a été transmis, et cette question de la transmission, pour terminer, j'ai envie de dire, elle est extrêmement importante, et on était là un peu pour ça aussi aujourd'hui à faire le tour de la question. Oui, et puis je pense qu'il y a le mot-clé, c'est le lien. C'est-à-dire que les aliments ultra transformés, on a cassé le lien entre les briques. Et il est intéressant de constater d'un point de vue plus philosophique, c'est plus on fractionne nos aliments, plus on génère des maladies chroniques. Et ces aliments fractionnés recombinés, il est intéressant de constater qu'ils s'adressent à des gens qui sont plutôt fractionnés socialement, c'est-à-dire qui sont isolés, qui mangent sur le pouce, en déplacement, seuls devant des écrans. Parce que quand vous vous remettez à manger en groupe, avec des amis, vous n'allez pas faire une barre chocolatée en dessert, ni une soupe déshydratée en entrée. Vous allez revenir à des vrais aliments. Merci beaucoup. Quand vous vous remettez à cuisiner. Merci beaucoup, Anthony Fardet. Je renvoie à votre livre « Nos aliments ultra transformés ». Merci à vous, Arnaud Gonzague. Je renvoie au dossier du Nouvel Obs. Merci à vous, Loïc Prudhomme. Merci à vous. Je renvoie aux travaux de la commission parlementaire, car les politiques se saisissent du dossier. Voilà, on a tenté de faire le tour de la question, et on va vous dire bon réveillon. On rappelle les 3 V, végétal, vrai, varié. Voilà, bon réveillon les amis. Hop. Je mets quoi? Je mets stop. Bisous. Bonne année.